Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours d'histologie générale concernant le tissu osseux et on va commencer par la première partie. Alors comme introduction, le tissu osseux c'est un tissu conjonctif qui est spécialisé, donc c'est une variété du tissu conjonctif dont la matrice extracellulaire est calcifiée ou minéralisée, donc ce qui lui confère un caractère rigide et imperméable. Le tissu osseux est la seule partie du corps humain qui persiste après la mort et malgré son aspect minéral qui paraît figé, le tissu osseux il est très vivant, il est en perpétuel remaniement tout au long de la vie. Il a trois principales fonctions, une fonction mécanique de soutien du corps, de protection des organes nobles, une fonction métabolique, donc il intervient de façon primordiale dans le métabolisme phosphocalcique, c'est un réservoir principal de sels minéraux, et aussi il va assurer une fonction hématopoïétique parce qu'il va abriter les différentes cellules hématopoïétiques. Alors pour les objectifs de cette partie, tout d'abord c'est de connaître et de décrire les différentes cellules du tissu osseux, connaître les critères de classification du tissu osseux et différencier l'os lamellaire de l'os non lamellaire. Donc, on va voir les types cellulaires du tissu osseux, les cellules ostéoformatrices et les ostéoclastes, la matrice extracellulaire avec sa caractéristique de minéralisation, de calcification, comment s'organise le tissu osseux et comment on classe ce tissu osseux, c'est-à-dire quels sont les différents critères de classification de ce tissu osseux. Donc pour les types cellulaires, on a deux principaux types cellulaires avec des actions qui sont antagonistes et des origines qui sont différentes. Donc il y a des cellules qui vont être ostéoformatrices, qui vont former, synthétiser de l'os et qui sont d'origine mésenchymateuse à partir de cellules ostéoprogénétrices, c'est-à-dire qui sont différenciées dans le sens de la formation de l'os. Ces cellules sont principalement l'ostéoblaste qui est la cellule active et qui va synthétiser toute la matrice extracellulaire, l'ostéocyte qui est une cellule beaucoup moins active que l'ostéoblaste et dont les rôles, on va voir que ça se limite surtout aux échanges et communications avec les autres cellules bordantes qui sont des cellules, ou si vous voulez, des cellules ostéoblastiques au repos, quiescentes, qui ne sont pas active. Pour le deuxième type des cellules, c'est le type ostéorésorbant. Ça détruit l'os, ça résorbe l'os et on parle d'ostéoclastes. Ce sont des cellules qui ont cette fois-ci une origine hématopoïétique à partir de la lignée sanguine monocytaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image histologique? On voit ici une travée osseuse d'un os trabéculaire. Regardez, cette travée osseuse, elle est constituée d'un os ou d'un tissu osseux qui est minéralisé. Là, vous avez une matrice extracellulaire qui est minéralisée. Là, vous avez les ostéocytes, on va voir leurs caractéristiques. Et cette travée osseuse est bordée par des cellules bordantes et des ostéoblastes. Ici, cet espace-là, c'est du tissu conjonctif qui comporte de la moelle hématopoïétique. Alors, pour les cellules bordantes, on a dit que ce sont des cellules qui sont quiescentes, qui sont au repos. Regardez, elles sont aplaties et vont former une sorte de pseudo-épithélium qui recouvre la surface d'un tissu osseux au repos. Et ces cellules bordantes, lorsqu'elles seront activées, vont se transformer en ostéoblastes. Regardez, cellules plus volumineuses, au cytoplasme basophile, qui vont aussi border cette surface osseuse et qui vont avoir un rôle principal et capital dans la synthèse du tissu osseux, la synthèse de la matrice extracellulaire, qui est dans un premier temps organique, puis qui va se minéraliser. Alors, ces ostéoblastes, une fois elles auront synthétisé la matrice osseuse. Cette matrice osseuse, une fois minéralisée, ils peuvent se différencier de façon définitive en ostéocytes et s'enferment dans des logettes, ces espaces-là, ces lacunes
qu'on voit ici, qu'on appelle des ostéoplastes, au sein de la matrice extracellulaire minéralisée, où ils auront un rôle plutôt de maintien de l'équilibre phosphocalcique et d'échange entre eux et avec les cellules ostéoblastiques. Alors pour les ostéoblastes, on a dit que ce sont les cellules qui vont tapisser la surface osseuse et qui vont synthétiser de l'os, donc comme ce que l'on voit ici sur cette image histologique. On a les cellules ostéoblastiques à la surface de cette pièce osseuse en cours de formation. Regardez la cellule comment elle est cubique, avec un noyau qui est ovalaire, qui est un petit peu refoulé vers le pôle apical de la cellule, c'est-à-dire du côté inverse ou opposé à celui où on retrouve la matrice extracellulaire. Voilà. Le cytoplasme, il est basophile. Pourquoi? Parce qu'il est riche en organites qui vont être impliqués dans la synthèse de la matrice extracellulaire, des protéines de cette matrice. Et puis, ces cellules vont avoir des prolongements au niveau de leur pôle basal, c'est-à-dire du côté de la matrice extracellulaire. Ces prolongements cytoplasmiques, qu'on ne voit pas très bien sur cette image, vont être dotés d'une activité phosphatase alcaline qui va jouer un rôle très important dans la minéralisation de la matrice extracellulaire. Alors là, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit la cellule ostéoblastique avec ses prolongements qu'on a dit vont se faire au niveau du pôle basal. Voilà, ces prolongements-là, c'est des prolongements cytoplasmiques qui vont en fait communiquer avec les prolongements cytoplasmiques qu'on retrouve cette fois-ci sur toute la circonférence de l'ostéocyte. Et ces prolongements de l'ostéocyte et de l'ostéoblaste vont communiquer entre eux grâce à des jonctions communicantes qu'on appelle les gap junctions, et ils sont situés au sein de canalicules, et ces canalicules, c'est en fait le continuum de l'ostéoplaste qui est une lacune située ou une logette située dans la matrice extracellulaire. Donc, la matrice extracellulaire du tissu osseux, il faut savoir qu'elle est très riche en fibres de collagène de type 1 et en bordure directe de l'ostéoblaste. C'est une matrice qui est dite organique ou appelée bordure ostéoïde ou substance ostéoïde parce qu'elle n'est pas encore minéralisée, mais juste après, elle va être minéralisée et c'est là où les ostéoblastes pourraient se différencier et s'enfermer dans cette matrice sous forme d'ostéocytes. Donc là, en microscopie électronique, ça nous permet de voir de près cette substance ou cette bordure ostéoïde. Voilà. Là, ce sont les organites de ce coin-là de la cellule ostéoblastique, donc les organites intracellulaires. Et là, c'est la partie minéralisée de la matrice extracellulaire. Donc le devenir des ostéoblastes, il faut savoir que ces cellules, après avoir synthétisé la matrice extracellulaire, ils vont soit redormir et devenir des cellules bordantes de nouveau, quiescentes à la surface du tissu osseux, soit s'enfoncer progressivement dans la matrice extracellulaire minéralisée pour donner les ostéocytes, ou carrément aller mourir par apoptose. Donc voilà, les ostéocytes, ce sont ces cellules-là sur le schéma qui sont logées dans des lacunes ou ostéoplastes, et ces lacunes qui se prolongent par des canalicules qui abritent les prolongements cytoplasmiques de l'ostéocyte qui vont communiquer avec les prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste et aussi avec les autres prolongements cytoplasmiques des autres ostéocytes. Donc sur ce schéma-là, on voit très bien ces trois variétés de cellules ostéoformatrices, les cellules bordantes aplaties en surface osseuse et qui sont au repos. On voit très bien que leur cytoplasme est faible en organites. Les ostéoblastes qui sont des cellules plus ou moins volumineuses avec des organites au niveau de leur cytoplasme. Leur aspect qui est polarisé, c'est-à-dire ils ont un pôle apical sans prolongement avec un pôle basal qui émet des prolongements. Voilà.
et le noyau qui est un petit peu refoulé vers le pôle apical. Donc là, au contact direct des ostéoblastes, c'est la matrice organique ou la substance ostéoïde ou la bordure ostéoïde, donc ce n'est pas encore minéralisé, et juste après, la matrice va être minéralisée, et c'est là où les ostéoblastes vont pouvoir se transformer en ostéocytes, cellules non polarisées, avec des prolongements partout sur son pourtour, et pas d'organite ou très peu d'organite intracytoplasmique parce que c'est une cellule qui ne va pas nous synthétiser de l'os. Voilà, sur cette image histologique, vous avez ici les ostéocytes avec leur noyau et leur logette ou ostéoplaste. Et là, c'est la matrice extracellulaire qui est minéralisée. Alors c'est un schéma qui reprend un petit peu ce qu'on vient de voir. On voit ici la cellule bordante, quiescente, aplatie, peu ou pas d'organite. Elle dort, mais quand elle sera stimulée par des facteurs, donc des facteurs hormonaux, des facteurs de croissance, des contraintes mécaniques, elles vont être transformées en ostéoblastes et ce sont les cellules qui vont synthétiser la matrice extracellulaire. Dans un premier temps, vous avez la matrice qui est organique qu'on appelle la matrice ostéoïde ou la substance ou la bordure ostéoïde ou l'ostéoïde tout simplement. Cette matrice va être minéralisée grâce à une activité enzymatique qu'on retrouve au niveau des prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste à ce niveau-là. Et cette minéralisation, une fois elle va avoir lieu, ces ostéoblastes pourraient se transformer ou se différencier définitivement en ostéocytes, cellules peu actives, donc moins riches en organites, avec des prolongements qui vont entamer des connexions avec les autres ostéocytes et aussi avec les ostéoblastes sous-jacents. Alors les ostéocytes, ce sont des ostéoblastes qui sont totalement différenciés. Ils ont donc une activité réduite aux échanges par les canalicules qu'on a vus sur le schéma. Ce sont des cellules qui sont incapables de se diviser et donc elles doivent être renouvelées régulièrement. Ceci va imposer la destruction du tissu osseux qui les entoure et donc on aura besoin de cellules qui vont venir détruire de l'os. Donc on va parler de cellules ostéoclastiques ou d'ostéoclastes. Alors c'est quoi les ostéoclastes? Ce sont ces cellules qu'on voit ici. C'est une cellule qui est volumineuse, qui est globuleuse avec beaucoup de noyaux au niveau de son cytoplasme. C'est une cellule qui est d'origine hématopoïétique, la même origine que les cellules de la lignée monocytaire, donc la lignée monocyte macrophage. Et c'est des cellules qui vont jouer un rôle très important dans la résorption de la matrice extracellulaire minéralisée. Voilà. Regardez sur ce schéma, on a comment un ostéoclaste se transforme à partir d'un précurseur monocytaire. Donc là, on a le précurseur monocytaire qui est d'origine hématopoïétique, qui, sous l'effet du MCSF, un facteur qui est synthétisé par l'ostéoblaste, va proliférer pour assurer la survie de la lignée monocytaire. L'ostéoblaste qui synthétise et produit ce MCSF va aussi nous produire un ODF, l'ODF qui est un facteur de différenciation ostéoclastique et qui va aller chercher son récepteur au niveau des précurseurs ostéoclastiques ou de pré-ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules monocytaires qui sont engagées dans la différenciation ostéoclastique. Donc cet ODF qu'on appelle également RANK ligand va se fixer sur son récepteur RANK au niveau du pré-ostéoclaste ou des pré-ostéoclastes et ça va favoriser la fusion de précurseurs ostéoclastiques, c'est-à-dire de plusieurs préostéoclastes pour la formation d'un ostéoclaste, cellule qui est multinucléée comme on voit sur cette image. Donc les ostéoclastes vont aller se fixer lorsqu'elles seront activées sur la matrice osseuse à ce niveau-là. Comment? Par un mécanisme d'adhérence qui est assuré grâce à des intégrines spécifiques à ces ostéoclastes. Ces intégrines vont assurer bien sûr l'ancrage des molécules du cytosquelette de la cellule à la matrice, aux protéines de la matrice
osseuse, ça va former un anneau périphérique de scellage, donc une adhérence, une fixation, qui va délimiter une chambre étanche qu'on appelle la lacune de Hooship, et c'est au sein de cette chambre que va être amorcée la destruction et la résorption de la matrice extracellulaire. Donc là, la cellule ostéoclastique au niveau de cette chambre va émettre de nombreuses expansions de sa membrane cytoplasmique du côté de la matrice. Donc c'est de nombreuses microvillosités qui vont s'organiser en bordure, en brosse, et c'est là où va commencer la résorption osseuse. Donc là, c'est un schéma c'est une image qui montre des cellules ostéoclastiques en train de résorber et de creuser la surface osseuse. Alors sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a? On a l'ostéoclaste. Regardez, cet ostéoclaste qui a adhéré à la surface osseuse selon cet anneau de scellage et qui a délimité cette lacune ou cette chambre étanche de résorption qu'on appelle la lacune de Hooship. Regardez, au niveau des microvillosités de cet ostéoclaste, il y a une activité ou une pompe à protons qui va jouer un rôle dans l'acidification de la matrice extracellulaire et dans donc la résorption de la phase minérale de cette matrice. Par la suite, il y a ici des vésicules qui contiennent des enzymes lytiques qui vont lyser, qui vont dégrader lorsqu'elles seront libérées dans la lacune, la phase protéique ou les différentes protéines de la matrice extracellulaire. Donc voilà, donc dans un premier temps, c'est l'acidification de la lacune de Hooship grâce à cette pompe à protons. Donc on enlève la phase minérale de la matrice et dans un second temps, vous avez la libération d'enzymes dégradantes ou lytiques à partir de ces vésicules-là dans la lacune de Hooship. Donc ces enzymes sont à type de collagénase, de métalloprotéinase et de phosphatase acide et de catepsine. Ces enzymes-là vont dégrader par la suite tout ce qui est protéique et organique de cette matrice. Donc là, regardez sur cette image histologique, après avoir creusé une lacune d'à peu près 40 micromètres de profondeur, cet ostéoclaste va se déplacer pour une nouvelle phase, pour résorber ailleurs. Donc il va encore soit adhérer, résorber et migrer, soit mourir par apoptose. Donc là, vous avez les ostéoblastes qui ont synthétisé la matrice extracellulaire. Au contact direct de ces cellules, vous avez la bordure ostéoïde qui n'est pas minéralisée. Et juste après, vous avez, et qui représente 30% de la matrice extracellulaire, et juste après, cette matrice organique va se minéraliser, va subir une minéralisation avec dépôt de sels minéraux, et c'est la matrice ou la phase minérale de la matrice extracellulaire qui représente 70%. Donc là, juste pour montrer comment se fait cette minéralisation de façon très résumée et schématique, on reprend un schéma qu'on a déjà vu. Vous avez là les prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste qui entrent en communication grâce à des jonctions communicantes avec les prolongements de l'ostéocyte au sein de canalicules qui prolongent les lacunes ou les ostéoplastes. Alors, au niveau de ces prolongements cytoplasmiques ostéoblastiques, on va retrouver une activité phosphatase alcaline dont le rôle principal est l'augmentation des concentrations locales en phosphate et en calcium avec formation de ce qu'on appelle des cristaux d'hydroxyapatite et donc la minéralisation de la matrice extracellulaire. Rappelez-vous, ce n'est pas en contact direct de l'ostéoblaste, là où il y a la bordure ostéoïde, mais après cette phase organique, qui représente 30%, il y a cette phase minérale de 70% de la matrice extracellulaire.
Alors on passe maintenant à l'organisation du tissu osseux et on retrouve en dehors des zones au contact du cartilage articulaire et de l'insertion des ligaments, on retrouve ce qu'on appelle le périoste qui est une gaine conjonctive qui va recouvrir la surface de ce tissu osseux. Donc là, le tissu osseux avec sa matrice extracellulaire minéralisée, les ostéocytes, là les cellules normalement bordantes et ostéoblastes, et là c'est le périoste. Alors ce périoste, il est constitué en fait de deux couches. Il y a une couche cellulaire qui est interne et qui va nous donner les cellules ostéoprogénitrices, ce sont elles qui vont se différencier en cellules bordantes et en ostéoblastes, et une couche périphérique qui est la couche fibreuse qui est faite d'un tissu conjonctif fibreux, dense et vascularisé. Donc cette couche externe ou fibreuse, elle va former aussi des faisceaux arciformes. Regardez, c'est des faisceaux qui vont former une sorte d'arc. Ils sont arciformes. Ils vont traverser la couche cellulaire interne et ils vont aller s'ancrer sur le tissu osseux. Donc on parle de fibres de Charpey. Donc ces fibres qui ont ces dispositions arciformes sont appelées les fibres de Charpey et ils proviennent de la couche fibreuse externe, traversent la couche interne du périoste et s'ancrent au tissu osseux. Alors regardez sur ce schéma d'un os lent, on a ici la diaphyse qu'on a coupée transversalement et puis de façon longitudinale. On voit très bien la cavité médulaire au centre. Cette cavité alors, elle est aussi tapissée par une fine couche conjonctive lâche et vascularisée qu'on appelle l'endoste. Cet endoste, il comporte aussi des cellules ostéoprogénitrices comme le périoste en surface de la corticale ici. Il comporte des cellules ostéoprogénitrices qui sont capables de se transformer en ostéoblastes, capables bien sûr de synthétiser de l'os depuis la cavité interne, depuis la profondeur vers l'extérieur. Voilà, donc ici sur cette coupe histologique de cette partie-là, on retrouve l'endoste qui tapisse la cavité interne de l'os. Donc là, c'est la cavité médulaire de cet os lent. Donc là, l'endoste avec la corticale et là, vous avez le périoste qu'on a vu avec ces deux couches. Alors, arrivons maintenant à la classification du tissu osseux. Il faut savoir qu'on classe le tissu osseux selon 4 critères. D'abord, les critères anatomiques que vous connaissez déjà. Est-ce que c'est un os lent, court, irrégulier ou plat? Selon des critères macroscopiques, c'est-à-dire les caractéristiques constatées à l'œil nu. Selon des critères microscopiques, des caractéristiques aussi dites histologiques, donc en microscope optique, et selon le mode de formation de ce tissu osseux. Donc les critères anatomiques, on ne va pas y revenir, vous les connaissez déjà. Les critères macroscopiques constatés à l'œil nu, c'est dire s'il s'agit d'un os qui est trabéculaire ou spongieux. Regardez au niveau de l'épiphyse de cet os lent, on a un os qui est poreux, qui est troué, donc c'est de l'os spongieux. D'accord? Donc cet os trabéculaire, on le retrouve au centre des diaphyses, donc ici au niveau de la partie interne de la corticale, on le retrouve au niveau des épiphyses, des métaphyses, aussi de ces os longs, et on le retrouve au niveau des os courts et des os plats, au niveau du diploé. Alors pour l'os compact, il n'est pas poreux, regardez, il est plus ou moins compact, plein, et on le retrouve au niveau de la corticale des os longs et au niveau des tables externes et internes des os plats. Alors pour les critères microscopiques ou histologiques, qui se basent sur la disposition des fibres de collagène dans la matrice extracellulaire, ils nous permettent de distinguer entre un os réticulaire, qui est jeune, qui est tissé, qui est immature et qui est non lamellaire, et un os qui est mature, qui est lamellaire, qu'on va voir par la suite. Alors pour le premier, qui est l'os réticulaire, donc les fibres de collagène sont disposées en faisceaux entrecroisés sans ordre apparent.
Voilà, il n'y a pas une organisation bien ordonnée et parallèle entre les fibres de collagène. La matrice extracellulaire est peu minéralisée. Donc c'est un tissu qui est de faible résistance mécanique. C'est un type d'organisation, c'est un type osseux qui est d'organisation transitoire, on le voit chez le fœtus, et aussi en cas de réparation de fractures et de certaines maladies osseuses. Il disparaît normalement de façon complète chez l'adulte, sauf en dehors de certaines zones particulières, dans les zones d'insertion des gros tendons. Alors, pour le deuxième type, c'est l'os lamellaire. C'est un os qui est adulte, mature, où les fibres de collagène sont disposées parallèlement entre elles pour former des lamelles superposées. Donc, c'est une organisation plus ordonnée par rapport à l'os non lamellaire, les ostéocytes étant situés à la limite entre les lamelles de collagène voisines. Alors regardez, là c'est un schéma qui montre un tissu osseux trabéculaire ou spongieux. Vous avez ici une travée osseuse, là aussi une deuxième travée. Et au sein de ces travées, on voit très bien que les lamelles sont disposées de façon parallèle les unes aux autres, de façon régulière, et entre ces lamelles, on retrouve les ostéocytes. Voilà, regardez la bordure de ces travées-là. Elle est faite par des cellules ostéoblastiques. On retrouve ici un ostéoclaste en train de remodeler et de résorber cette partie-là de l'os. Et entre les travées, c'est les logettes ou les espaces médulaires qu'on retrouve au niveau de cet os trabéculaire ou spongieux. Sur cette image histologique, regardez cette organisation parallèle, bien ordonnée des lamelles de collagène, entre lesquelles on retrouve les ostéocytes situés dans leurs logettes. Et en bordure, on a ici les ostéoblastes, et vous avez ici quelques cellules bordantes. Donc c'est une travée osseuse qui est bien ordonnée, qui est faite d'un os lamellaire, adulte ou mature. Voilà, dans ces lamelles qui sont parallèles les unes aux autres, on retrouve une alternance entre les lamelles fibrillaires qui sont très riches en fibres de collagène avec une épaisseur et une minéralisation qui est moindre, et on retrouve les lamelles sémentantes qui sont plus épaisses et qui sont fortement minéralisées. Alors on a vu les critères anatomiques, os lent, os court, os irrégulier, os plat. On a vu les critères macroscopiques, est-ce que c'est un os qui est trabéculaire, spongieux, donc poreux, ou est-ce que c'est un tissu qui est compact, plein, qui n'est pas poreux. Et les critères histologiques, est-ce que c'est un tissu osseux qui est lamellaire ou c'est un tissu qui est non lamellaire. Maintenant, pour le quatrième critère, c'est le critère selon le mode d'apparition. Donc, ce mode d'apparition, d'abord selon la nature du tissu à partir duquel se forme l'os, et ensuite selon le moment d'apparition de ce tissu osseux. Donc, selon la nature du tissu à partir duquel se forme l'os, soit directement à partir d'un tissu conjonctif ou d'un mésenchyme, on parle de l'ossification intraconjonctive ou endoconjonctive. À partir d'un modèle cartilagineux, on parle d'une ossification endochondrale ou enchondrale ou intracartilagineuse. Selon le mode d'apparition, donc s'il s'agit d'une formation de novo d'un tissu osseux à partir d'un modèle soit conjonctif ou cartilagineux, on parle de l'ossification primaire qui aboutit à un tissu osseux réticulaire, tissé et immature, non lamellaire. Ou bien l'ossification secondaire qui se fait sur cet os transitoire déjà formé, et on parle de l'ossification secondaire qui essaie un petit peu de remodeler, de remanier cet os primaire en vue de le rendre plus résistant, plus ordonné, point de vue lamelle,
régulier et adulte. Alors chez l'adulte, l'os est donc de type lamellaire, donc il est adulte, lamellaire, mature. Et puis selon l'agencement des lamelles osseuses, qui sont toujours bien organisées, bien parallèles, bien ordonnées, l'os va être plus ou moins poreux. Donc, s'il est très poreux, il est poreux, on parle d'un os lamellaire spongieux ou os trabéculaire, comme ce qu'on a vu dans les critères macroscopiques. S'il est compact et plein, on va parler d'un os aversien. Alors, c'est quoi un os spongieux ou trabéculaire? Regardez, vous avez des travées osseuses qui délimitent entre elles des espaces ou des logettes pour la moelle osseuse. Quand on coupe de façon transversale une travée osseuse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les lamelles sont organisées de façon ordonnée, parallèle les unes aux autres, et entre lesquelles on retrouve les ostéocytes. En bordure de la travée osseuse, on peut retrouver les ostéoclastes et aussi les cellules bordantes ou les ostéoblastes. Alors, malgré son aspect désordonné, l'os spongieux a une architecture qui est souvent soumise aux contraintes mécaniques et qui est très solide. Donc, on retrouve sur ce schéma-là ce tissu osseux spongieux qui est poreux au niveau de l'épiphyse et aussi au niveau de la métaphyse, aussi au niveau de la partie interne de la corticale. Alors pour l'os compact ou aversien, c'est un os qui est plein. L'unité de base de ce tissu osseux aversien, c'est l'ostéone. C'est ce cylindre qui est formé sur ce schéma-là par plusieurs lamelles concentriques disposées de façon circonférentielle les unes autour des autres. Ce cylindre ou cet ostéone a 1 mm, il est de 1 mm de diamètre et il peut aller jusqu'à plusieurs centimètres de long. Il est centré par ce qu'on appelle un canal de Havers qui est perpendiculaire et qui comporte un tissu conjonctif lâche riche en capillaires sanguins, lymphatiques avec une fibre nerveuse. Là, vous avez un seul ostéone. Sachez qu'au niveau du tissu osseux aversien ou compact, il y en a plusieurs, les unes disposées à côté des autres et entre lesquelles on retrouve ces canaux, cette fois-ci, qui sont transversaux, qui sont appelés les canaux de Volkmann, et ces canaux-là, ils vont faire communiquer les canaux de Havers entre eux, et aussi ils vont faire communiquer la surface de l'os, c'est-à-dire les vaisseaux du périos avec les vaisseaux de l'endoste. Regardez sur ce deuxième schéma, vous avez plusieurs ostéones, d'accord, qui forment ce tissu osseux aversien ou compact. Là, on a pris une diaphyse d'un os long et on a pris au niveau de la corticale exactement pour pouvoir voir le périos qui est cette gaine conjonctive avec ses deux couches externes fibreuses et internes cellulaires en surface de l'os et l'endoste qui est normalement au niveau de la cavité médulaire. À ce niveau-là. On a dit qu'au niveau de la corticale de la diaphyse d'un os long, il y a une petite partie, une petite couche de tissu osseux spongieux ou trabéculaire. Voilà. Donc normalement, ces travées osseuses sont revêtues ou bordées par l'endoste. Et au sein de la corticale, dans l'épaisseur de la corticale, on a plusieurs ostéones qui forment l'unité de base de ce tissu osseux aversien ou compact. C'est ces cylindres-là qui ont cette forme particulière avec le canal de Havers central, donc plusieurs canaux de Havers qui vont communiquer entre eux à part les canaux de Volkmann qui leur sont perpendiculaires et donc qui sont horizontaux et qui vont faire communiquer la vasculature de ces canaux de Havers avec la vascularisation du périoste et celle de l'endoste. Alors entre les systèmes ou les canaux, les systèmes de Havers ou les ostéones,
ceux qu'on voit ici qui sont complets, on retrouve des ostéones qui sont incomplets. C'est des ostéones anciens qui ont dû dégénérer et être résorbés. Donc ce qui en reste, c'est juste des lamelles qu'on appelle les lamelles interstitielles ou le système interstitiel. Du côté du périoste comme du côté de l'endoste, on retrouve ce qu'on appelle les systèmes circonférentiels, donc externes du côté du périoste, internes du côté de l'endoste ou de l'os spongieux. Ces systèmes circonférentiels, c'est en fait des lames, des lamelles osseuses qui sont circonférentielles et qui font le tour de la corticale. Voilà, ici on a agrandi au niveau de cet espace-là entre deux lamelles et on voit très bien l'ostéocyte situé dans sa lacune. Donc là, sur cette image en microscopie électronique à balayage, on retrouve cette transition qui est brutale entre l'os spongieux qu'on retrouve au niveau de la partie interne de la corticale et l'os compact aversien. Et là, c'est des trous qui sont en rapport avec les canaux de Volkmann transversaux qu'on vient de voir au niveau des ostéones. Là, au niveau du tissu osseux spongieux, on voit les espaces ou les logettes médulaires. Et là, bien sûr, ce sont les travées osseuses.